Il s'agit évidemment du clan des pots. Inès, c'est une découverte pour toi. Oui, et c'est sûrement une des sorties manga les plus attendues de l'année. Je pense que la communauté shoujo, est vraiment, vraiment très, très, très heureuse de cette arrivée et c'est Akata qui signe l'arrivée du clan des Pots en France avec l'inauguration de la collection Héritage, une collection qui a pour but d'illustrer, en fait, l'histoire, du manga et de mettre en avant ces auteurs qui sont des piliers au Japon, mais qui en France ont pas forcément soit été édités, soit ont connu, soit ont pas forcément connu la notoriété qu'ils ont au Japon. Et depuis hier, on a le clan des Pots qui arrive. Le clan des Pots qui est de Hajio Moto, dont je ne sais pas si Poussin Pointu est encore dans le chat, mais elle m'a l'air très très fan, en tout cas, du clan Ah des oui, Pots. elle J'ai est eu très l'impression qu'elle calée, oui. était... Ah bah, Voilà, donc si elle est là, bah, n'hésite pas à me manifester si je dis des bêtises, parce que je ne suis pas du tout une experte en shoujo. C'est vraiment une très très grosse découverte pour moi, et je vais pas vous mentir, ça a été une vague d'émotions que je me suis prise en pleine tête. Alors, pour resituer un petit peu, le clan des Pots, c'est quoi? On est au XVIIIe siècle en Angleterre. Et on suit l'histoire de Edgar et Maribel, et pas Mirabel comme j'ai eu l'impression de l'appeler tout au long du récit, mais bien Maribel, enfant illégitime d'un aristocrate qui sont abandonnés, pardon, j'arrive à le dire, et en fait ils sont recueillis par celle qu'on appelle Anna l'Ancienne, qui est en fait un petit peu la big boss, j'ai envie de dire la matriarche du mystérieux clan des Pots, de la famille des Pots. Ce clan, donc c'est plus qu'une famille, c'est vraiment cet esprit de comment bah voilà, un clan, c'est il y a plein de gens un petit peu de différents horizons qui sont réunis par un même ah oui, tu as le tome avec toi? Parce que moi j'ai oui. pas Et là, il trouvé, y a hein, une je suis trop illustration couleur qui est trop stylée parce qu'en ouais, fait, il y a elle est tous trop belle. les noms des personnages du récit, a priori. Voilà, Mais et bah, c'est voilà, c'est exactement tout ce qu'on voit dans le récit, et donc il y en a beaucoup, hein, étant donné que, voilà, quelques années plus tard, en fait, qu'il est recueilli par ce clan, on va dire, le garçon, donc Edgar, va découvrir un terrible secret concernant cette famille d'adoption, et en fait, tous sont des Vampanella. Alors c'est un mot un petit peu barbare, un petit peu ignoble, en tout cas dans le récit, c'est comme ça qu'ils le vivent, et ce sont entre guillemets «des vampires», des êtres, immortels se nourrissant de chair humaine, de sang humain. Et en fait, Edgar, pour protéger sa sœur, et j'en dirai pas plus, il va plus ou moins devenir l'un d'entre eux du clan des Pots, du coup. Voilà, donc en fait, on suit dans ce récit plusieurs époques, étant donné qu'on parle d'êtres qui sont quand même immortels, qui vivent à travers le temps, et on va suivre leur destin, en fait, et leur histoire à travers les rencontres qu'ils vont faire et à travers leur manière d'interagir et leur manière de vivre ce qui leur arrive, pardon. Et donc, c'est assez perturbant au début parce qu'en fait, le manga est extrêmement riche parce qu'on passe plusieurs époques. On va rencontrer plusieurs protagonistes, donc tu l'as vu, il y a beaucoup, beaucoup de personnages qui entrent oui. et qui sortent de ce récit. Des fois, tu les vois au tout début, puis ils reviennent 100 pages après, parce que c'est le premier tome du Clan des Pots dans la collection Héritage, c'est plus ou moins 400 pages, quelque chose comme ça, un peu plus de Oui. 400 pages, donc c'est un gros pavé, et d'ailleurs l'édition de base faisait 5 tomes, et là en fait on se base sur la dernière édition du Japon qui est sortie en 2019, qui elle fait 2 tomes reliés en fait, mais c'est 2 bons tomes qui sont assez épais. Et donc, le clan des Pots, voilà, en fait, c'est un petit peu un voyage où on suit Edgar et Maribel, encore une fois, et on suit un petit peu. On suit évidemment la manière dont ils vont pouvoir, comment dire, ils vont devenir et faire partie de ce clan des Pots, mais aussi comment ils vont le vivre. C'est-à-dire que dans le clan des Pots, on comprend le fardeau et ce que c'est qu'être immortel, la difficulté que c'est. Parce que, bon, quand on est petit et qu'on se dit: «Oh, ça serait cool de vivre quand même très longtemps, d'avoir une longévité incroyable, de vivre plein d'époques, de vivre des révolutions technologiques, de pouvoir avoir le temps qu'on veut pour faire tout ce qu'on veut», eh bien, en fait, pas vraiment, parce que c'est un fardeau, c'est un lourd fardeau que de vivre et de voir toutes les personnes auxquelles on s'attache, par exemple, qui vont mourir, qui ne vont pas continuer le chemin avec nous. Et c'est quelque chose qui est vachement bien traité dans le manga. Il y a quelque chose d'assez poétique. Je sais que
Poussin Pointu le dira sûrement mieux que moi, hein, mais tout le manga, en fait, et tout ce 1er tome est décortiqué à la manière d'un poème, en fait. Déjà, il y a des extraits, voilà, des passages de poèmes, je suppose écrits par l'autrice qui, va certaines fois amener ce côté, très florissant, très frais, en fait, où, elle, amène ce poème, en fait, au récit et ça nous permet vraiment de comment dire? De prendre un peu de recul sur ce qui se passe. C'est un récit qui est très mélancolique, c'est un récit qui est parfois même brutal parce qu'il y a beaucoup de tristesse dans certains personnages et c'est quand même un récit qui traite de la fatalité, des destins et donc on peut des fois être un petit peu, pas larmoyant, mais on frissonne un petit peu. On se dit: «OK, là, il y a une manière d'aborder les choses qui est assez pointilleuse et assez, mélancolique tout simplement» et donc cette poésie amène quelque chose de très frais, amène quelque chose de très doux et notamment grâce aux dessins aussi qui sont très fins et qui sont d'ailleurs, je pense que si vous avez lu du shoujo, de l'époque, parce que là, on est quand même sur une première publication qui s'est faite dans les années 70, Mmh. 1970 on est, donc ça date pas mal, hein, faut bien remettre, l'œuvre dans son contexte, historique et ben, on a des traits qui sont typiques un petit peu de cette période, notamment dans le la classification, dans le type de manga que sont les shoujo. On a ce trait très fin, beaucoup de détails sur les cheveux, les yeux, quelque chose de très aussi, en contraste avec, bah, voilà, il y a beaucoup de teintes de noir, on a quelque chose de, les décors aussi sont bien travaillés et par exemple, le découpage, moi, je l'ai trouvé assez irrégulier. Dans le sens où on va avoir, des fois des découpages assez linéaires avec, voilà, comme ça, comme ça, comme ça et des fois, on a l'impression que le vent faisait bousculer et chambouler les cases, en fait et ça, cette chose, c'est assez inhabituel, en fait. On a ce côté à la fois irrégulier, mais qui apporte en fait, cet aspect voyage, en fait. Alors je retrouve juste, j'avais mis une phrase exactement pour dire exactement ce que je voulais dire, c'est pas grave, je ne la retrouve pas, mais on en reviendra plus tard et en fait, le découpage qui, au début m'a un petit peu chamboulée, m'a un petit peu perturbée parce que justement, on est sur un manga qui va parler de plusieurs âges, de plusieurs périodes et le fait que le visuel soit pas extrêmement carré, extrêmement, concis, j'étais comme ça face au manga, je me dis: «Attends, où est-ce qu'on est? Qu'est-ce qui se passe?» et en fait, le manga veut vraiment te déboussoler. Moi, j'ai eu vraiment cette impression que le manga voulait, vraiment te faire comprendre que tu ne comprends pas exactement ce qui se passe et c'est pas grave. C'est OK de pas comprendre tout ce qui se passe. C'est OK de d'être un petit peu perdu et simplement de te laisser porter par les vagues, par les fleurs parce qu'il y a cet aspect très floral qui est omniprésent parce qu'en fait, le village en fait, là où il y a le clan des pots, ils, cultivent des fleurs qui sont des roses, et notamment ces roses, on les voit enfin il y a une prédominance de ces fleurs absolument partout dans le récit et donc il y a vraiment ce côté très floral et donc très voyage. On a l'impression qu'on nous emmène au gré du vent un petit peu dans chacune des époques et ça c'est très, très bien, amené et au-delà de ça, je trouve que c'est assez unique. C'est assez unique alors encore une fois, je le répète, j'ai pas lu beaucoup de shoujo, je suis sûre que des gens pourront parler beaucoup mieux de shoujo que moi, mais pour moi, c'est un univers qui a cet aspect très original et qu'on ne retrouve pas, en tout cas dans les mangas d'aujourd'hui, ça c'est sûr, mais je pense que peut-être à l'époque, c'était quelque chose qui se faisait pas mal notamment. Tout est très élégant. En fait, il y a une certaine recherche de la beauté visuelle, enfin au niveau des dessins, au niveau de la manière dont sont dessinés aussi les personnages, la manière dont sont dessinés, parce que c'est beaucoup des enfants, en fait, vu que Edgar et Maribel sont très jeunes, en fait, et bon, ils sont très jeunes, ils vont pas forcément vieillir, vu que ils sont devenus des Vampanella. Et donc, notamment au niveau des costumes, vu on est à une époque, en fait, où j'ai l'impression que la mangaka s'amusait beaucoup à dessiner des belles robes longues, à dessiner des chapeaux, des coiffes, des costumes, voilà, en fait, tout ce qui est un petit peu mode de l'époque, tout simplement, j'ai l'impression elle prend du plaisir à faire ça et ça se ressent dans les dessins, ça se ressent dans les planches où vraiment tu te dis, «Waouh, là, c'est un voyage», mais à la fois à travers le temps, mais aussi à travers, la culture de cette époque puisque je le rappelle, on est,
plus ou moins en Angleterre. À Londres, à un moment, il me semble que Londres est cité. Et on est à une époque, évidemment, 18e siècle, où on a des codes vestimentaires bien marqués, bien ancrés et assez différents de ce qu'on connaît aujourd'hui. Donc voilà, le clan des Pots pour moi, c'est 400 pages. C'était une sorte de long voyage infini qui te chamboule, qui te bouleverse un petit peu. Et ce qui est encore plus davantage touchant et marquant, c'est que, bah, ok, le récit avance, les périodes changent, mais nos protagonistes, Maribel, pas Mirabel, et Edgar, eux, ne bougent pas. Il n'y a aucune trace du temps, en fait, sur eux. On ne les voit pas vieillir, on ne les voit pas grandir, ils ne changent pas, tout simplement, et c'est vachement perturbant, mais ça amène justement ce côté où l'immortalité n'est pas vraiment un bienfait en fait. Au contraire, c'est plutôt un fardeau, surtout quand on est jeune à cet âge-là, et ils doivent avoir quoi, une dizaine d'années, Hmm. un peu plus, enfin, que tu dis à partir de 10 ans, je vais vivre soit toute ma vie avec cette tête-là de jeune, ou alors je vais juste tout simplement jamais mourir, ou vivre une longévité incroyable. Donc vraiment, je trouve que l'autrice a réussi à montrer ce côté, entre guillemets, triste et mélancolique de l'immortalité, en fait. Voilà. Et ça, c'est quelque chose, évidemment, vu qu'il y a le sujet des vampires qui est amené, c'est sûr que ça allait être traité, mais c'est brillamment traité, en fait. Donc voilà, ça, c'est vraiment, vraiment sympa. Et puis, voilà, les visuels sont mais vraiment aux petits Hmm. soins, c'est beau. Si vous voulez redécouvrir un petit peu l'esthétique shoujo de ces années-là, franchement, le Clan des Pots, c'est une très très bonne porte d'entrée. Et même si à certains moments, ça peut paraître un petit peu visuellement chargé, justement, avec cet aspect floral qui est assez prédominant, au final, en fait, c'est vraiment ponctuel. Il y a des moments où c'est très chargé parce que l'autrice veut un petit peu nous transmettre ce message de saturation émotionnelle, en fait. C'est vraiment, j'ai eu l'impression que le dessin était très en lien avec les émotions qu'elle voulait nous faire ressentir. Et des fois, quand tu vois certains personnages, tu te dis là, tu comprends en fait qu'ils ressentent beaucoup trop de choses, beaucoup trop d'émotions, et que c'est même dur pour eux à vivre, en fait, tout simplement. Et l'autrice, du coup, essaye de nous faire transmettre ce message-là, nous faire transmettre ces émotions-là pour qu'on comprenne un petit peu la psychologie du personnage. Et là, l'aspect psychologique entre vraiment souvent en jeu, puisque on s'attarde sur ce jeune garçon, notamment Edgar, un peu moins Maribel, je trouve. Peut-être que dans le prochain tome, on la verra un peu plus, mais c'est vrai qu'elle est plus reléguée, entre guillemets, en tant que personnage secondaire. Edgar, lui, on plonge vraiment dans ce qu'il ressent, dans sa psychologie, dans toutes les émotions qu'il peut ressentir, que ce soit peut-être comment dire, ce poids qu'il endure par rapport à sa sœur qu'il a voulu sauver, mais qui, d'une certaine manière, il l'a condamné à devenir une Vampanella. Et d'un autre côté, le fait que ça soit un jeune garçon et pourtant qu'il doit vivre éternellement, et que du coup il a quand même une partie de son enfance qui lui passe sous le nez. Et puis on le voit aussi avec des relations un peu plus amicales, puis peut-être amoureuses. Voilà, l'autrice joue avec cette limite de qu'est-ce qui relève de l'amitié, qu'est-ce qui relève de l'amour, et qu'est-ce qui relève du fait que la relation n'est que par intérêt. J'ai besoin de toi, donc je vais vers toi. Donc il y a vraiment cet équilibre vraiment bon, avec tout ce mélange de mélancolie, de nostalgie un petit peu, puisque bien sûr, vu qu'on traverse les âges, il y a beaucoup cet aspect nostalgique qui revient. Et franchement, je dis un grand oui, moi, au Clan des Pots. J'ai trouvé ça génial. Et c'est une lecture, c'est une expérience. Plus qu'une lecture, c'est une expérience à vivre, je pense, pour ceux qui ne connaissent pas la mangaka et qui ne connaissent pas cette partie-là du shoujo. Donc voilà, je pense par contre que ça mérite quand même une deuxième lecture, dans le sens où la première fois, il y a un certain nombre d'informations qui est donné, beaucoup, beaucoup de remises en contexte, beaucoup, beaucoup de choses, de détails, d'informations. Et je pense qu'une seconde lecture, en tout cas, par exemple, de l'intégrale, typiquement, avec le deuxième tome quand il sera sorti, ne peut faire que du bien pour vraiment redécouvrir sa personnage, peut-être mieux appréhender l'histoire, mieux appréhender leur psychologie aussi. Et ça, c'est un titre que je relirai avec plaisir. Et clairement, moi, j'ai trouvé ça incroyable. Donc, c'est la petite pépite de ce début d'année. Et je vais peut-être finir ma review sur le contexte un petit peu de sortie du Clan des Pots. Donc, il faut savoir que c'est la première œuvre de Hajio Moto qui sort en France, alors que c'est quand même une autrice qui est extrêmement reconnue dans le shoujo manga. Et pour vous parler un petit peu de ça, je vais juste vous mettre le lien d'un thread Twitter
qui a été extrêmement utile. Alors, je vous le mets dans le chat. Voilà, c'est Popek Julia qui a fait un excellent thread dessus, qui parle en fait du clan des Pots. C'est une série donc qui a connu 3 périodes de publication, de 1972 à 1973, de 1975 à 1976, et aujourd'hui, depuis 2016, le manga est toujours en cours. Donc c'est un manga qui, au-delà d'être dans la longévité à travers ses personnages, est aussi dans la longévité dans le temps réel. Et donc Akata couvre pour l'instant les chapitres qui sont sortis dans les années 70 et qui seront du coup publiés en 2 volumes. Et le manga est pour le moment et depuis très 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 longtemps une œuvre de référence en fait dans le genre vampire. Encore aujourd'hui, c'est une de celles dont on parle le plus souvent quand on parle du genre vampire, notamment dans le shoujo, mais plus largement parce que c'est une œuvre qui a quand même une portée au-delà du shoujo en fait. Et pour Hajiomoto, c'est son premier titre en 1972, du coup un petit peu moins. Elle a commencé à l'écrire en 69 si je dis pas de bêtises. C'est son premier titre et c'est un véritable succès. Donc c'est pas parce que c'est son premier titre qu'elle se foire, au contraire, elle rencontre directement un succès incroyable à l'époque. Et notamment avec La Rose de Versailles, que je pense est beaucoup plus connue en France, qui a eu plein d'éditions, et une grosse... Attends, tu parles de La Rose de Versailles pour Moto Hagio, c'est ça que tu dis, ou j'ai pas compris, pardon? Avec La Rose de Versailles, le clan des Pots, ce sont 2 œuvres qui sont des piliers de l'âge d'or du shoujo manga. D'accord, j'ai cru que tu disais que c'était de Moto Hagio et j'ai fait alors attends. Non. J'ai déconnecté, j'ai déconnecté dans la phrase. Ok, c'est moi, je fais des phrases trop longues. Mais non, en gros, La Rose de Versaille... Voilà, tu vois, même Poussin Pointu avait compris la même chose, tu vois. Voilà. Donc, non, voilà, c'est Ryoko Ikeda. J'ai pas dit ça. Je me suis peut-être mal exprimée, mais La Rose de Versailles, qui est un autre titre, pas de Hajiomoto, et celui de Hajiomoto qui est le clan des Pots, sont 2 piliers de l'âge d'or du shoujo manga. Voilà ce que je voulais dire. J'éclaircis les choses, du coup. Et en fait, après la sortie de ces titres, il y a eu une petite révolution dans le shoujo manga, en tout cas grâce à ça. Et notamment, je sais que toi, tu aimes bien le boys love, si je dis pas de bêtises, Caroline. Oui, j'ai une émission dédiée, oui. Voilà, typiquement, juste ça. Donc le clan des Pots se démarque à l'époque par une exploration plus profonde de l'aspect psychologique, hein, ça j'en ai parlé, mais c'est surtout que Poe, en fait, a le statut un petit peu d'œuvre fondatrice du shonen ai, qui est un sous-genre du shoujo. Alors, qui a notamment... on ne dit pas shonen ai. Ah, pardon. Pas dans mon émission, c'est interdit. Parce qu'en fait, c'est encore une fois, c'est comme hentai, c'est comme ecchi, c'est des mots que les occidentaux ont créés, mais qui en fait n'a pas, au Japon, ça n'existe pas. D'accord. Bah, en tout cas, j'allais dire que, en tout cas, de ce que j'ai vu, c'est une sous-genre du shoujo qui va devenir, avec le temps, qu'on nomme aujourd'hui boys love, en fait. Voilà. Oui, en fait, je connais des gens qui ont fait comment on appelle ça, des mémoires sur le sujet, puisque l'histoire du shoujo et du boys love sont intrinsèquement liées, puisque le boys love est effectivement, à proprement parler, une espèce de sous-genre du shoujo qui est immense, hein, c'est un océan. Mais effectivement, shonen ai, s'il y a des gens qui s'offusquent peut-être dans le chat et qui ne se manifestent pas, vraiment, c'est un terme que moi, j'essaye de faire disparaître comme je peux, mais je me bats contre un océan, littéralement, puisque shonen ai, aux oreilles d'un japonais, c'est effrayant. C'est jeune garçon et amour, c'est très effrayant parce que ça peut dire beaucoup de choses. Et c'est un terme, malheureusement, que vraiment l'Occident a récupéré pour parler de relations entre... de relations platoniques entre protagonistes masculins quand c'est très soft et tout, alors que... Il n'y a pas besoin de dire ce genre de choses. Le terme boys love, c'est ça, hein. Le truc, c'est que boys love, ça regroupe tout. Boys love regroupe tout ce qui concerne les relations entre garçons. Après, si on veut parler d'un titre où il n'y a pas de sexe, il suffit de dire que c'est un titre où il n'y a pas de sexe. Voilà. Mais les gens aiment utiliser encore beaucoup boys love aujourd'hui. La romance homosexuelle en manga est née dans le shoujo, tout à fait. Comme par exemple ces nombreuses, on va dire, apparitions, on va dire, de protagonistes qui, on ne sait pas trop sur quel pied danser entre ces 2 garçons. On n'est pas sûr. C'est né dans le shoujo, hein, littéralement, effectivement. Voilà, c'est un des nombreux points de départ. Il y a eu des magazines dédiés à ce type de narration. Avec Tanger, on en avait parlé dans le Bel Café, les June, etc. Là, il y a des tonnes de trucs. Mais t'as mis le pied sur un sujet. Bon, il fallait éclaircir ça, comme ça, vous et moi, nous savons.
Voilà. Mais voilà, en tout cas, Le Clan des Pots est une œuvre assez fondatrice, assez pilier du shoujo manga en général, dans tous les cas, hein. C'est quand même une œuvre incontournable si vous vous intéressez au shoujo manga et ça tombe bien puisque depuis hier, c'est disponible dans la majorité des librairies, pas toutes, mais la majorité. Voilà, moi j'ai pas réussi à avoir mon exemplaire, mais c'est pas grave. J'ai pu avoir le petit PDF grâce à Akata, donc merci à eux. Et ça fait très 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 plaisir. Et on a hâte d'avoir la suite d'une et aussi les autres titres qui arriveront dans la collection Héritage. Je pense que ça ne saurait tarder cette année. Ils ont des grosses attentes là-dessus et nous aussi. Donc ça tombe bien. Voilà pour Le Clan des Pots. Merci beaucoup Inès pour ton investissement également dans tes recherches. On va rester J'ai essayé. finalement sur une thématique, ce qu'on appelle le shipping.